Nous sommes mercredi, voilà, nous sommes le 15 février et on va démarrer avec l'histoire de ce matin. Dominique Audrey-Yangelec, bonjour. Bonjour Isabelle Carole, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à tous. J'ai peur de laisser ma vie. Je suis dans une relation depuis 4 ans, dont 3 ans de vie commune avec Dallas. J'ai vécu 1 an chez eux et dès mon arrivée, sa mère m'a bien fait comprendre qu'elle n'était pas d'accord. J'ai tout fait mon possible pour me faire accepter, mais rien. On m'a bien fait comprendre que c'est lui qui porte la famille et cela ne m'a jamais dérangé. Suite à certains actes que sa maman a posés, on a décidé de déménager à Village dans un petit studio. Lorsque je l'ai connu, j'avais déjà un enfant d'une précédente relation, mais lui, ça ne l'a jamais dérangé. Aujourd'hui, j'ai 25 ans, mère de 2 enfants, 5 ans et 2 ans, je suis enceinte de 6 mois. Le problème est que mon mari a l'habitude de me bastonner et à chaque fois, il s'excuse et je le laisse. Mais depuis déjà 8 mois, sa famille et mon mari a décidé que le fils de sa grande sœur devait vivre avec nous et c'est un enfant délinquant. Il fugue très souvent et il vole. Il fait terminale et a 20 ans. Depuis qu'il est chez moi, ma belle famille ne me laisse pas. Elle me dit que j'ai mis mon mari dans la bouteille. On a déjà dépassé les limites de l'imaginable au point de venir dans ma cité se renseigner auprès de mes voisins pour savoir si je maltraitais l'enfant en disant que ce n'est pas que c'est de ma faute si mon mari tape sur son neveu. Cet enfant fuguait déjà et volait lorsqu'il était chez sa grand-mère. Aujourd'hui, mon mari m'a copieusement battue au point où j'ai des cicatrices sur tout le corps. Je ne parviens même pas à marcher correctement et pourtant je suis enceinte. Je me suis rendue à l'hôpital et par la grâce de Dieu, mon bébé est en bonne santé. J'ai pris mes enfants pour rentrer chez nous. Lorsqu'il me battait, son neveu était assis là, mais il n'a même pas essayé d'arrêter son oncle au vu de mon regard, de mon état. Je n'ai vu aucun regret dans son regard et ses propos. Devrais-je retourner avec lui sachant qu'il peut recommencer? Mon aîné est témoin du fait qu'il me bat. Devrais-je vivre avec un homme qui me bat et m'humilie devant mes enfants? Que faire avec ce 3e enfant qui arrive? Je l'aime beaucoup, mais je me pose des questions. Que dois-je faire? Il y a tellement de détails, mais je ne sais comment les dire. J'aimerais ajouter que je l'ai connu lorsqu'il faisait la moto et moi, je faisais terminale à l'époque. Et aujourd'hui, avec mon apport financier et une collaboration avec son ami, nous avons ouvert une librairie et il a créé sa société de BTP et nous avons 2 terrains. Et depuis que nous avons ouvert la librairie que sa famille a commencé à me créer ouvertement des problèmes et essaye très bien de nous séparer. Est-ce qu'ils sont officiellement mariés, Dominique Audrey? Oui. Oui. Sous quel régime? Le neveu qui est délinquant, il a quel âge? 20 ans. Est-ce qu'elle a parlé du régime, communauté des biens? Monogamie. Est-ce qu'elle a communauté des biens, bien communs, bien séparés? Parce que quand j'écoute un peu l'histoire, quand elle retrace les biens qu'elle a avec son mari, c'est-à-dire que quand elle pense à la séparation, elle pense à tous les biens et aimerait savoir comment ça va certainement se passer. Bon, Benganda, quand on voit qu'il y a un peu plus de lisibilité dans votre couple, il y a de l'argent qu'on commence à engager. Tous les regards sont tournés vers vous. On a le sentiment que tu manges l'argent de mon frère, tu manges l'argent de notre fils. Peut-être que pourtant tu n'as rien fait pour cette richesse-là et tout. On commence à vous mettre des bâtons dans les roues. Comment on fait? Parce que le problème principal de la dame, elle ne cesse vraiment d'être victime de bastonnade de la part de son chéri. En amour, est-ce que c'est permis, c'est tolérable, c'est pardonnable ça? Nous répétons toujours, dans le mariage, le terme amour devient devoir. Première chose. Deuxième chose, la fille dit elle-même qu'elle n'a pas été acceptée par sa belle-mère depuis le début. Elle n'a pas été acceptée dans cette famille. Ça veut dire qu'elle n'y est pas la bienvenue. Elle ajoute en disant, dès le début, j'ai constaté, on m'a dit que c'est mon mari qui porte la famille. Mais elle ne dit pas ce que la femelle dit seulement, j'ai tout fait pour être acceptée. Malgré cela, je ne l'ai pas été.
Donc, quand vous vous intégrez dans une relation pareille, qu'est-ce que vous attendez de la famille? Si le mari vous rassure, vous faites quoi? Vous n'appartez pas, c'est pas le ah mari. Bon. C'est pas le mari. Si votre mari vous rassure, vous dites, non, Isabelle, calme-toi, écoute, ma mère va finir par t'aimer, ma famille va t'accepter. Dans tous les cas, toujours est-il que moi, ton mari, je t'aime et tout, reste tranquille, donc on n'y va pas. À vos risques et périls. À vos risques et périls, ou alors vous savez déjà les problèmes que vous allez rencontrer. Puisque c'est pas, on ne peut pas dire que cette famille est hypocrite. Ton mari, c'est notre fils, c'est lui qui porte la famille. En venant, tu le sais. Même étant de fiancé, tu le savais déjà. Et tu voyais sûrement comment le gars, peut-être même, se négligeait. Ça veut dire que si vous intégrez cette famille, vous vous oubliez. Ou alors, vous vous contentez de la petite épargne que votre mari va vous donner, plus ce que vous pouvez produire, en disant, je me limite à l'amour au sentiment que mon mari éprouve envers moi, mais là-bas, je ne fais pas de barrière, mais je sais que peut-être les enfants vont mettre, je ne serai jamais une entrave pour le développement de la famille qui vient du mari que j'ai choisi. Voilà comment ça doit être fait. Maintenant, le seul hic dans la relation, c'est la bastonnade de l'homme. La bastonnade, pourquoi l'homme bastonne? Il manque quoi? C'est ça qu'on ne peut pas tolérer. Et en plus, elle est enceinte. Taper, porter main sur une femme enceinte, c'est condamnable. Moi, c'est le seul hic. Et ça ne date pas du début de sa grossesse. Voilà. Maintenant, quand il dit, effectivement, vous savez, oui, cet enfant est-ce que cet enfant, on ne l'a pas confié au frère de sa soeur pour redresser cet enfant? Parce que là, la fille continue à développer les idées de rejet. De dire, voilà cette famille qui ne m'aime pas, qui ne m'a jamais accepté. Je ne suis même pas sûr qu'elle va m'accepter. Maintenant, c'est l'enfant délinquant qu'on confie à leur fils. Vous, aimant votre mari, pourquoi vous ne pouvez pas aider votre mari à assumer cette autre charge supplémentaire? Il soutient la famille, maintenant il a un enfant délinquant à redresser. C'est ça qu'on appelle le devoir dans la vie de couple. Puisqu'elle s'est engagée à y aller, sachant qu'elle n'y est pas acceptée. Est-ce qu'on l'avait rejetée parce qu'elle avait déjà un enfant ailleurs, parce que n'en sait rien, mais elle-même, elle dit qu'elle n'a pas été acceptée. Donc, moi, je te dirais, ma fille, c'est vrai, ton mari, il est condamnable parce qu'il porte main sur toi. Mais qu'est-ce qui l'amène à le faire? Parce que tu rejettes le garçon, moi, je veux comprendre. Parce que tu rejettes le garçon, tu estimes que ce garçon doit rentrer dans la famille, sachant que c'est ton mari qui porte la famille, et que ce garçon, on l'a mené pour que le garçon soit redressé. Accompagne ton mari, c'est l'accompagnement et l'assistance à cela. Sinon, tu verras donc que ton mari, tu commences à le mettre dans l'embarras. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Faut-il choisir entre toi et sa famille? Ne mettez jamais vos maris dans des situations pareilles. L'homme n'a pas à choisir entre sa femme et sa famille. Qui plus est, ici, la femme n'a pas été acceptée. C'est peut-être que l'homme lui-même, il en subit un coup. Parce qu'elle ne peut pas dire que, oui, parce que l'argent qu'on rejette la fille. Non. Il a trouvé que le garçon tenait la famille depuis. Et le garçon, malgré ça, l'a épousé. Donc, aide ton mari, assiste ton mari pour redresser cet enfant. Qui est, comme tu dis, il commet des larcins pour qu'il ne devienne pas un banquier. Et elle a fait mention de ce que pendant que son mari mettait main sur elle, le jeune homme vraiment n'a même pas bougé. C'est-à-dire que voilà. En aucun moment, il n'a même dit papa. C'est ça qui est condamnable. C'est ça qui est. Ça veut dire que justement, la femme a, comment je vais dire, a mis son mari dans une situation embarrassante. Elle ne comprend pas que son mari qui tient la famille. Elle ne comprend pas peut-être que la famille est en train de piéger encore son mari en lui disant, en plus du fait que c'est toi qui nous portes financièrement et matériellement, il y a même l'enfant de ta soeur qui risque de devenir bandit. Redresse-le. Il y a des familles comme ça, ou même nous-mêmes,
quand on grandissait, on avait même des tatas. On t'envoie en congé chez elle. Même tu dis que la tata là, on se range. On se range. Et à un moment donné, on ne nous envoyait même pas chez nos grands-parents. On dit que les grands-parents, ils acceptent même que tu fasses pipi, de dire que tu n'as rien fait. On dit même pas. Bon, voilà. Donc, assiste ton mari, accompagne-le, mais c'est pas bien. Donc, évite le bastonnage. C'est pas bien qu'il porte main sur toi, surtout en situation de grossesse comme tu es là, vraiment. Alors, Dominique Audrey, le mariage c'est pour le meilleur et le pire. Nous rappelle-t-on régulièrement sur ce plateau. Qu'à des moments il faut pouvoir supporter, il faut pouvoir encaisser et trouver des solutions sans toutefois penser à renoncer. C'est-à-dire qu'il faut penser à tout sauf à renoncer. Et là pour le cas de la dame et le comble, c'est qu'elle est enceinte, elle attend un bébé et j'ai le sentiment qu'elle commence même à détester ce bébé parce qu'elle dit qu'est-ce que je dois faire de l'enfant qui arrive. Une femme qui est enceinte, est-ce qu'elle pose la question de savoir ce qu'elle fait d'un enfant qui arrive? Bien sûr qu'elle pose la question parce qu'elle n'a pas d'activité qu'elle mène. Elle a déjà 2 enfants à charge. Voilà le 3e. Comment est-ce qu'elle va faire pour les nourrir? Comment elle va faire pour les instruire? En fait, elle se met dans la configuration de la femme qui pourrait ne pas revenir dans son foyer. À ce moment-là, on remet tout en question, c'est humain. Mais ce n'est pas éprouver de la haine contre son bébé. C'est juste que lorsqu'elle regarde l'horizon, elle ne voit pas de lueur, d'espoir, elle ne voit pas de lumière ou bien de gaieté à l'horizon en ce qui concerne la venue de cet enfant-là qui grandira certainement sans son père, malheureusement. La situation de ce matin est c'est un peu compliqué dans la mesure où la dame parle d'une relation qui était faussée depuis la base. Moi, j'ai toujours dit aux gens, si vous arrivez dans la relation avec un homme ou une femme et que le parent de votre conjoint, entre guillemets, ne veut pas de vous, à ce moment-là, il ne faut pas forcer. Vraiment, il ne faut pas forcer. C'est vous qui le dites, Dominique? Oui. C'est pour ça que j'estime que la belle maman et le beau papa sont primordiaux. Si ce n'est que la belle-sœur ou bien le beau-frère, ça se gère. Mais si la mère vous a présenté ouvertement son désaccord par rapport à votre présence dans la vie de son enfant, comment est-ce que vous pensez pouvoir forcer? Quand on sait à quel point les hommes sont obéissants envers leur mère, du moins la plupart des hommes sont obéissants envers leur mère, comment est-ce que vous comptez faire? Quel est le nombre d'hommes, le pourcentage d'hommes qui supporteraient d'avoir leur mère qui ne leur parle pas parce qu'ils ont voulu imposer une femme? Ils sont peu nombreux. Donc dès le départ, la dame savait à quoi s'en tenir, mais elle s'est dit avec le temps, je vais me faire accepter. Sauf que malheureusement, si on s'en tient à ce que vous avez dit, vous n'avez pas réussi à vous faire accepter ou alors vous avez employé la mauvaise méthode au point où, lorsque votre mari vous bat dessus, il n'y a personne pour venir vous défendre. Ça veut dire que vous avez employé les mauvaises méthodes au point où vous estimez qu'on vous a imposé un enfant. On ne peut pas attendre des autres qu'on nous donne simplement ce qui est bon. Dès le moment où vous décidez d'épouser un homme, vous épousez quasiment tout. Et maintenant, dans le tout là, il y a cet enfant qui est voleur et entre guillemets récalcitrant, fugueur et tout. Quelle est l'approche que vous avez eue avec cet enfant pour qu'il ne vole pas dans votre maison? Il avait déjà des mauvaises habitudes avant de rentrer dans ce foyer. Ça veut dire que je peux comprendre les difficultés qu'ont ces nouveaux parents à pouvoir lui inculquer de bonnes et justes valeurs, notamment pour la dame. C'est-à-dire qu'il y a un manque de respect catégorisé de la part de ce fils vis-à-vis d'elle. Qu'elle dépasse simplement de 5 ans. Isabelle Carole, il y a des postures à adopter selon la personne qu'on a en face de nous. Si vous êtes dans votre maison et que vous savez que vous avez un enfant qui vole, ça peut être le vôtre ou bien un enfant adoptif, vous faites l'effort de ne pas laisser à portée de main ce que cet enfant est susceptible de voler. Si vous aviez l'habitude de laisser l'argent du marché en entrant sur la table, sur le canapé, la porte de votre chambre ouverte, vous commencez à réduire au maximum la tentation par rapport à l'enfant que vous avez en face. Et maintenant, puisque l'enfant vient dans un nouvel environnement et que vous êtes une personne nouvelle, vous pouvez tenter une approche
amicale avec cet enfant. Et ma grand-mère disait parfois qu'il est bon de donner l'argent aux enfants pour qu'ils ne soient pas surpris par l'argent plus tard. Vous essayez de combler certains vides que cet enfant peut avoir et qui ferait qu'il puisse être tenté de voler, parce que si ce n'est pas dans votre maison, ça sera dans la maison du voisin que cet enfant ira voler. Donc malheureusement, vous vous y êtes mal prise parce que vous avez été choquée de la façon dont l'enfant est arrivé chez vous. Mais sachez que si la famille a fait venir cet enfant là-bas, c'est parce que votre mari avait déjà donné son accord. Et ça signifie encore plus haut que certainement votre mari vous avez prévenu de la venue de cet enfant et vous lui avez dit non, pas chez moi, vous n'allez pas me ramener un voleur chez moi. Donc, par rapport à comment vous avez géré ça, cet enfant est là. Mais déjà, si votre mari vous a appelé, s'il a essayé de prendre de vos nouvelles, s'il s'inquiète encore pour vous, rentrez chez vous. Mais maintenant, en retournant... Actuellement, elle est où? Elle est chez ses parents. Après la bastonnade copieuse, la dernière en date, elle est rentrée chez ses parents. Donc elle nous écrit depuis chez ses parents. Depuis chez ses parents, oui. Depuis chez ses parents. Parce qu'elle a dit, il m'a tellement battu que j'ai dû aller à l'hôpital après. Et à l'hôpital, on m'a fait savoir que par la grâce de Dieu, mon bébé va bien. Et son neveu était assis et tout. Et il y a également le fait que peut-être ce neveu a été envoyé en mission pour vous faire partir définitivement de la maison. Vous croyez Dominique Audrey? Puisque, parce que même si vous ne vous entendez pas, écoutez, puisque si vous ne vous entendez pas avec quelqu'un, un garçon de 20 ans et votre mari, la trentaine, est en train de vous taper, que vous êtes enceinte et celui-là est toujours en train de zapper sa télé, ça veut dire qu'il y a un problème. Un problème avec l'enfant. On était en train de taper la femme enceinte et le jeune adolescent de 20 ans. On est d'accord que ça pose un problème parce que d'une manière ou d'une autre, le garçon de 20 ans pouvait quand même arrêter son oncle, que vraiment cher oncle ne le fait plus. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que le garçon soit là-bas comme espion dans la maison. Non, que la femme prenne ce garçon comme son propre enfant. Parce que quand elle se met en tête qu'au départ, cette famille ne m'a pas accepté, forcément que ce soit ce garçon ou bien un membre de la famille de ce monsieur, elle trouvera toujours que cette personne est dans cette maison parce qu'on veut la nuit. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Elle a accepté au départ que non, malgré que la famille de l'homme ne me veut pas, je vais entrer dans cette famille et je vais prendre ma place qu'il faut. Maintenant, qu'elle ne vienne pas nous dire que le garçon est là-bas parce que non, on reproche au garçon, ce n'est pas normal qu'une personne soit en danger ou ne lui apportez pas son aide, votre aide. Donc, ça pose déjà un problème à cela maintenant. Ou alors, est-ce que la dame aurait passé son temps à maltraiter ce jeune homme? Parce qu'un enfant qui a un peu de sentiment pour vous ne peut pas vous voir en détresse et continuer à zapper, continuer à appeler son téléphone, continuer à rester tranquille. C'est-à-dire que même un enfant d'un an qui n'est pas le vôtre, voit comment on est en train de vous ruer de coups, va spontanément réagir. Mais un enfant de 20 ans, on met la main sur vous, il est à côté, c'est-à-dire que pour lui, vraiment, il n'est même pas de ce monde, il ne vit même pas la scène. Est-ce que ça ne veut pas trahir le fait que la dame elle-même maltraitait ce jeune homme? Ça ne nous a pas dit parce que c'est elle qui révèle l'histoire, forcément elle a caché cela. Et il ne faut pas également oublier que l'enfant a grandi avec sa grand-mère. Les enfants, généralement, qui ont grandi avec leur belle-mère, avec leur grand-mère, pardon, ont une éducation différente. Vraiment, je le dis en connaissance. Oui, ils sont des enfants trop chéris, ils sont des enfants que à peine leur a fait quelque chose, la grand-mère va lui dire non, ne touche pas mon petit-fils, non, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. L'enfant de 20 ans a grandi avec sa belle-mère. Ça veut dire qu'il a déjà une éducation jusqu'ici. C'est maintenant à la femme de son frère de transformer cet enfant qui ne sera pas facile parce que l'enfant a déjà 20 ans. Si l'enfant avait seulement 7 ans, 5 ans, elle pouvait encore mieux le caser. Mais l'enfant a déjà 20 ans. Il va falloir que la femme essaie de s'aligner, suivre quand même le rythme, essayer de ramener l'enfant à son niveau. Maintenant, n'entrez pas en conflit avec votre belle famille. Ça ne sert à rien. C'est un match perdu en avance. La belle famille, c'est votre famille. Si vous n'acceptez pas votre belle famille, n'allez accepter aucun membre venant de cette famille. Et vous verrez toujours le mal partout. Donc, si la femme estime que sa belle famille ne l'aime pas assez, eh bien qu'elle libère. Parce qu'un homme ne va pas mettre à dos toute sa famille entière parce qu'il veut conserver sa femme. On reproche à cet homme d'avoir tapé sur sa femme. On l'a toujours décrié sur ce plateau. Un homme, un vrai qui s'assume,
ne frappe pas sur la femme. Il y a des manières pour punir sa femme. Maintenant, elle est partie, je ne sais pas combien de temps ça fait, elle a quitté le ménage. Et l'homme n'a pas peut-être l'intention d'aller la chercher. Ça revient à un cas qu'on a traité sur ce plateau où la femme a eu les problèmes avec son mari, elle s'attendait à ce que son mari la rappelle, mais ce n'est pas le cas. Mais si on reste sur l'hypothèse de ce qu'elle soit partie de cette maison parce que son mari l'a frappée, je pense que l'homme devrait bien faire d'aller rechercher sa femme et lui promettre qu'il ne fera plus ce geste. Mais si elle est partie pour autre raison qu'elle n'a pas évoquée dans l'histoire du jour, je pense que l'homme aussi pourrait réagir en disant que elle n'est partie, ce n'est pas parce que je l'ai frappée, ou bien ce n'est pas seulement parce que c'est parce qu'elle également, elle a posé tel acte qui ne justifie pas le fait que son mari l'a frappée. Est-ce que monsieur Bune l'a cherché depuis qu'elle est partie? Non. Il n'a même pas l'intention. Et là, ça nous renvoie à l'histoire qu'on a traitée lundi. Voilà. La dame qui est partie, elle a attendu un mois, elle se retourne, il n'y a personne derrière. Et puis quand elle appelle le beau-père, il lui dit non, c'est trop tard, tu es parti. Et puis tu assumes. Aujourd'hui, elle se retrouve elle-même. Elle a choisi de se mettre à l'écart. Mais elle a un enfant qui arrive. Elle a un mari qui bastonne. C'est-à-dire que les souvenirs de cette relation sont tellement obscurs dans son cerveau. Mais on ne peut pas également dénier le fait qu'elle soit toujours amoureuse de son mari et elle-même l'a d'ailleurs certifié. Comment on fait? La question des enfants. Devrais-je retourner vivre avec un homme qui me bat et m'humilie devant mes enfants, surtout mon aîné? Oui, c'est pour ça que je pose la question. Comment est-ce qu'elle gère la situation? Elle aime son mari, mais tout le temps, elle est battue. Elle a déjà résolu le problème. En partant? J'ai peur pour ma vie. Première phrase. Avant son texte. Avant son texte, j'ai peur pour ma vie. Oui, mais les enfants, c'est votre vie. Deuxième phrase, j'ai fait mes bagages, je suis chez nous. Troisième phrase, j'aime les enfants, je les aime. Non. Donc elle est partie, elle a même laissé les enfants. Elle a résolu encore le problème. Elle allait plus loin. Ah, elle est allée avec les enfants. Voilà. Elle est allée plus loin. J'ai peur pour ma vie, j'ai fait mes bagages, je suis rentré. Malgré le fait que j'ai tout fait pour l'homme là, s'il est riche, il a tout aujourd'hui, c'est moi qui ai tout fait pour lui. Et je lui rappelle ça tous les jours, c'est pour ça qu'il me tape. Non. Non. C'est ça l'histoire. Non, Charles. C'est ça l'histoire. C'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit. Non, Charles. C'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit. Non. Il était berzineur, lui et son ami, on a cotisé, on a lancé une librairie. C'est depuis qu'on a lancé la librairie que je vis les misères. On a acheté le terrain. Elle-même a donné. Elle a déjà toutes les réponses dans ce qu'elle a dit. Madame ne revient plus. On rencontre un autre homme, refabrique-le. Il est bien qu'elle a construit de ses mains avec cet homme. Vous voyez, Dominique, Elle a cité. non, non. Elle a cité, c'est bien ou pas? Oui, elle a dit librairie, terrain, c'est ça. terrain, Donc, c'est ça le nœud du problème. Rappelez tous les jours à l'homme, tu es ce que tu es, c'est moi. Tu me tapes là. J'ai fini d'ouvrir la librairie, il va avec les autres femmes. On doit dire ça à l'homme. Ah ben c'est qu'il tu es parti de la moto, tu étais quoi, qui te connaissait? C'est faux. Pardon? Est-ce que c'est faux? Elle assume alors. Pourquoi Elle a déjà résolu. Elle sollicite le zénith, comment? Quelle solitude? Parce que l'objectif de ce débat, c'est comment faire pour récupérer ce que j'ai investi avec mon mari afin d'élever mes enfants. Bah, vous réclamez tout simplement. C'est ça l'objectif. Elle s'est dit Ça, donc, oui, comme je suis sorti, et c'est comment faire alors pour récupérer? Mais récupérer, non, mais elle a dit, j'aime toujours mon mari. Non. Aucun être humain qui a peur de sa vie ne peut aimer son bourreau. C'est contradictoire. Les femmes sont Non, non, c'est Mais on dit pourtant contradictoire. que l'amour suffit. Vous ne pouvez pas faire. J'ai peur pour ma vie. Il m'a copieusement bastonné. Mais je l'aime. Mais je l'aime. Non. Et en plus, en face du bandit qui est là, qui n'a rien dit. Voilà. Donc, vous voyez que tout est réuni. Le film est clair. Vraiment, dites-lui comment faire pour récupérer ses biens et élever ses enfants. Merci, ça la maîtrise. C'est tout. envoyez des émissaires chez lui et Sunday, si vous tenez à récupérer Si vous ses avez biens, vos factures, si vous avez les factures de vos biens et tout, ce que vous avez fait, allez vous réclamer votre part. Est-ce qu'elle ne peut pas revenir, replier dans ce foyer et espérer que la pauvre... Elle a déjà quitté le foyer. On est d'accord, Charles. Qu'est-ce que l'homme Mais peut-être a que les accompli? 1 mois, 2 mois... Qu'est-ce que l'homme a entrepris comme démarche auprès des autorités administratives? Oui, c'est sa femme.
constat d'huissier, plainte au service social, l'homme peut avoir engagé des procédures. Vous savez, la bouche de la femme est très dangereuse. Parce que demain peut venir du La bouche de la femme est très dangereuse. Parfois, sur le coup de la colère, vous avez les femmes. Lorsqu'on rattrape, en lui disant, bon, tu as dit ça, tu as dit ça, tu as dit ça. C'est les larmes plutôt. C'est les larmes. Tu prends tout au sérieux. C'est les larmes. Donc tu prends tout, je blaguais. C'est vraiment... Vous voyez? Donc elle a déjà posé l'acte. Elle a ramassé ses effets. Elle a pris 16 enfants. Elle est partie. Ça suppose qu'elle-même a décidé de la fin de ce mariage. Voilà pourquoi elle commence avec la première phrase. J'ai peur pour ma vie. Est-ce que c'est pas l'expression d'un ras-le-bol, vraiment? Non. J'en ai marre, tout le temps je suis battue. Mais sauf que j'ai investi avec cet homme. Cet homme dans notre investissement n'a rien. C'est ça qu'elle a dit. L'implicite de tout ça, il n'a rien dedans. Il est un jouisseur. Et il jouit, la fille n'en profite pas. Il jouit, les enfants n'en profitent pas. Parce que le gars jouit, il n'a pas dit à sa famille que c'est ma femme qui me rend heureux, c'est ma femme qui me donne tout. La famille vient ajouter des gens. Elle a besoin que justice soit faite. Et la femme lui dit, mais attends, tu ne peux pas venir me poser des choses alors que nous, on ne parvient pas à s'en sortir. Tu sais d'où on vient, tu sais là où on sort, on se bat et tout et qu'on sort. Monsieur, je ne peux pas accepter ta famille. Oui, c'est ça le fond de cette histoire. Et l'homme lui dit, que tu le veuilles ou non, tu vas accepter. Elle dit, oh, le Bézéguina Brice. J'imagine cette phrase, non? Oui. Je me suis dit, oui. Vous pouvez pas le dire. Vous savez que là où la femme vous tient, elle s'est appuyée. Hein? Oui. Elle s'est appuyée. Au premier problème, elle s'est appuyée là où elle vous tient. Donc c'est ça qui amène les problèmes. Madame, c'est simple. Allez récupérer vos choses. Dites-lui que la relation est terminée. Vous voulez récupérer vos choses. Utilisez les voies de recours, quitte à ce qu'on vient sceller la librairie, quitte à ce qu'on vient sceller la maison, quitte à ce qu'on vient sceller le terrain. Utilisez toutes les voies de recours pour pouvoir entrer en possession. Mais toujours est-il qu'elle n'est plus dans ce mariage. Soit elle va faire le demi-tour pour venir tuer le gars. Pourquoi tuer? Quand on dit tuer, ce n'est pas prendre l'arme et abattre. Elle peut préparer poser des actes qui... pose des actes pour le finir. Vous pouvez le finir seulement, vous savez là. Vous avez des femmes, elle peut revenir, elle est dans votre ménage, rien qu'avec le corps. L'esprit est ailleurs. Et elle brille par des actes où elle dit, ok, premier tour, elle s'arrange, vous la tapez dedans, elle sort, tous les voisins voient les bosses. Deuxième tour, elle occasionne ça dehors dans la cour. Vous la tabassez encore bien, les voisins voient. Troisième tour, elle a le couteau qu'elle a préparé. Dès que vous organisez, elle a déjà envoyé. Le voisinage est là, dit à la police que les gendarmes qui vont arriver que papa, la femme s'est trop supportée. C'est les gens qui parleront pour elle. Les femmes, quand la femme peut faire du mal, même le diable prend le bec et ça, c'est ici là. Ça, c'est un coup important. Mais je pense également qu'au-delà de ce qu'on va dire de cette femme, on peut quand même l'apprécier. On connaît des gens qui ont fait le bain ski toute leur vie, qui ont été mariés, qui ont demeuré dans cette activité, mais qui n'ont jamais évolué aux côtés de leur épouse. Exactement. Cette femme a pu retirer son nom dans cette activité et aujourd'hui, on peut le considérer comme un chef d'entreprise. Mais maintenant, donner ou alors amener quelqu'un à réussir et le dire haut et fort, je pense que c'est ça pose le problème. Pourquoi est-ce que lui, il a réussi et elle qui avait tous les fonds n'a pas réussi? Parce qu'elle estime que si monsieur réussit, c'est le couple qui a réussi. Pourquoi se plaint-elle donc du manger? C'est quand même, il faut... Non, l'histoire nous dit qu'elle a quitté son mariage parce que son mari l'a bastonné. C'est différent. Pourtant, c'est ensemble qu'ils ont eu terrain, librairie. Dans tous les cas, non, dans tous les cas. Non. Pour l'enfant, c'est entre autres. Moi, je crois que pour l'enfant, c'est... Elle tenait des langages pas du tout catholiques à ce temps. Essayez de faire simplement un examen de conscience et au sortir de là, faites une belle synthèse de tout ce qui a été dit sur le plateau. Je crois que là, vous aurez vous-même les issues par rapport à vos problèmes. On reste à votre écoute, comme pour vous également qui souhaitez envoyer vos histoires. N'hésitez pas à nous les envoyer. On se fera un plaisir de les lire. On tourne la page à présent. Je m'interroge ce jour
sur la question des multiples recapitalisations des entreprises contre-performantes relevant du portefeuille de l'État qui impactent le budget, le fameux budget de l'État. Comment comprendre ce qui arrive au Cameroun? Question. Comment comprendre que certaines entreprises relevant du portefeuille de l'État, malgré les réformes multiples, les contre-performances qui impactent, ne cessent d'impacter le budget de l'État, bénéficient toujours des recapitalisations? Comment comprendre que plusieurs entreprises enchaînent des pertes qui impactent sur le budget de l'État, des recapitalisations, des réhabilitations et des appuis divers, alors que le CTR ne cesse depuis 2019 de demander tout simplement que ces entreprises soient complètement dissoutes? Savez-vous qu'en 2021, 11 entreprises ont enregistré un résultat net négatif dont le cumul est de 29,673 milliards de francs CFA, notamment Camerco, moins 12 milliards, moins 12 695 milliards, SICAM, 5154 milliards, qui pèsent pour plus de la moitié des contre-performances. Savez-vous que cet indicateur s'est également dégradé pour la SEMRI, qui est passé d'un résultat net négatif de 865,7 millions de francs en 2020 à 1,4 milliard un an plus tard, soit près du double. Comment est-ce qu'on en arrive à ce genre de situation dans un pays qui se veut émergent à l'horizon 2035? Sopecam, jusqu'ici au vert, passe au rouge avec une perte sèche de 77 millions 403 000 francs CFA contre un bénéfice de plus de 446 millions 500 000 francs CFA. Savez-vous que la contre-performance globale pourrait être plus importante car plusieurs entités en difficulté ces dernières années, notamment Kamwata, BCPME, La Navette, Sodepa, n'ont pas été évaluées par rapport ou n'ont pas été évaluées dans le rapport du CTR. Savez-vous que du fait de leurs résultats négatifs successifs, certaines entreprises publiques ont absorbé l'entièreté de leurs capitaux propres et vivent désormais des subventions de l'État, ce qui en fait des clients sérieux à la dissolution? Pourquoi donc ne procède-t-on pas à la dissolution? Question. Savez-vous que l'article 664 de l'acte uniforme OHADA relatif aux sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique dispose en effet que, je cite, « Si du fait des pertes constatées dans les états financiers de synthèse, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration ou l'administrateur général, selon le cas, est tenu dans les 4 mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte de convoquer l'Assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider de la dissolution anticipée de la société. » Plusieurs entités suscitées tombent sous le coup de cette norme, notamment Camerco, CDC, SEMRI, Anafor, SICAM. La contre-performance globale pourrait être plus importante car plusieurs entités en difficulté ont réussi à jongler et à ne pas se faire évaluer. Non des différentes entreprises avec ce type de chiffre d'affaires. On est là en 2021. Camerco, moins 9 milliards 983 millions 260 776. Résultat net en 2021 de l'entreprise, moins 12 milliards 695 millions 212 971. SICAM, moins 3 milliards
3 552 388 545 francs CFA. Pardonnez-moi, je ne maîtrise pas assez les chiffres. Je n'ai pas fait comptabilité. Si d'ici, moins 18 milliards 304 886 277. CNIC, moins 3 milliards 225 866 199. SEMRI, moins 865 780 645. MAXI, moins 19 milliards 632 576. PAMOL, moins 1 milliard 245 510 515. CIATV, moins 655 9 083. ANAFOR, moins 71 46 648 francs. SOPECAM, moins 446 584 815. MIPEDECAM, moins 79 911 753, soit un total global en termes de pertes de moins 29 milliards 673 987 719 francs CFA. Voilà là où on se situe aujourd'hui. L'État a procédé à la catégorisation des différentes entreprises, mais hélas, celles qui ont déjà absorbé même le capital, celles qui sont sous perfusion, sont encore maintenues. Pour quel effet recherché, pour quel type de performance, pour quel type de réhabilitation. La question aujourd'hui, les économistes se la posent et se disent véritablement, mon Dieu, on se rend compte que véritablement, ça ne va pas, mais hélas, certaines personnes continuent à croire que ça pourra aller lorsque les ordinateurs sont arrêtés, lorsqu'on a enlevé le compteur d'eau et compteur d'énergie, lorsque même la tête pensante véritablement a choisi de dormir. On pense toujours qu'un jour, ces entreprises vont se réveiller et on nous fait perdre un argent fou, un argent qui pouvait être recapitalisé ailleurs et permettre véritablement de booster l'économie de ce pays. Merci Charles Hamel pour cette colère. Alors Dominique Audrey, dites-nous, est-ce qu'on est conscient de cette situation? Parce qu'on a simplement, à la lecture de ce qu'on fait, le sentiment qu'on ne cesse de s'engouffrer. C'est-à-dire que vous avez des entreprises qui sont complètement paralysées, vous avez des entreprises qui ne fonctionnent pratiquement pas, vous avez des entreprises qui sont sous perfusion, mais ce sont ces entreprises-là qui engloutissent encore le peu déjà existant. C'est-à-dire que pourtant, les caisses de l'État, on dira ainsi, sont déjà au rouge, mais vous ne cessez d'engloutir, et vous ne produisez pas. Vous-même, ces entreprises-là, vous avez du mal à créer une certaine stabilité, vous-même déjà. Je vais vous lire un article de l'acte uniforme de l'OHADA, l'article 664, qui dit ceci. Si du fait des pertes constatées dans les états financiers de synthèse, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration ou l'administrateur général, selon le cas, est tenu dans les 4 mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte de convoquer l'Assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider si la dissolution anticipée de la société doit avoir lieu. Ça veut dire que toutes ces entreprises ont une régence. Il y a des normes et il y a déjà des lois établies. Ça signifie que lorsqu'on se rend compte que le capital d'une société, je dis 100 000 francs CFA, a déjà touché les 100 000 de capital, il reste 25 000, ce n'est plus une société. Elle ne doit plus pouvoir fonctionner parce qu'il faut payer le personnel, il faut acheter, disons, payer les charges fixes, il faut pouvoir payer les intrants selon le type de société que vous avez, il faut pouvoir faire fonctionner cette entreprise normalement. Mais aujourd'hui, en ce qui nous concerne, on observe une malgouvernance managériale, tout simplement, et une certaine complicité avec les personnes qui continuent de renflouer les caisses de ces différentes entreprises. Charles Hamel a cité une dizaine sensiblement d'entreprises en disant telle, c'est près de 30 milliards. C'est ça? Environ 30 milliards. Environ 30 milliards d'argent perdu comme cela.
Combien de jeunes entreprises ont besoin de subventions pour pouvoir ne serait-ce que démarrer? Combien d'autres entreprises ont besoin d'argent pour pouvoir agrandir le capital et multiplier la rentabilité? Mais le fait de revenir toujours donner l'argent aux mêmes personnes, aux mêmes entreprises, encore et encore, parlant simplement de Camerco, ils ont enlevé l'expression appui. Oui. Ils ont enlevé l'expression réhabilitation. Maintenant, on parle de recapitalisation. Recapitalisation. Tout ça, ce sont des synonymes. C'est vraiment des jeux de mots. En fait, on tourne en rond. Et le problème reste le même. Oui. On donne de l'argent. C'est comme verser de l'eau dans des passoires. Ce qu'il faut faire, c'est dissoudre ces entreprises et les rebâtir de nouveau, avec de nouvelles personnes, avec de nouvelles idéologies. Auquel cas, ce qui n'a pas marché continuera de ne pas marcher. C'est un peu comme si vous utilisez le couteau aujourd'hui pour chauffer pour coller vos sans confiance qui sont déjà coupés. Si vous ne faites pas coudre le chauffage là, ça va encore se couper, la babouche va vous lâcher. Donc ici, pour pouvoir accroître le capital de ces entreprises, il faut que ce soit de nouvelles entreprises qui ont fait leurs preuves, qui ont été rentables jusqu'à un certain niveau pour pouvoir recapitaliser. Voilà. Voilà. Alors, Bombo Mbengane, ces entreprises, qu'est-ce qu'il faut en faire? Cette stratégie, est-ce qu'elle tient toujours? Est-ce qu'elle tient compte des contextes, de l'évolution, des crises auxquelles on fait face, des besoins également qu'on a? Et on ne se dit pas à un moment donné, est-ce qu'il faut fermer des portes? Est-ce qu'il faut les encourager? Comment procéder? Est-ce qu'il n'est pas nécessaire de pouvoir voler au secours de ceux-là qui ont seulement besoin d'un quart, c'est-à-dire que même un quart là, peut-être c'est même trop dire, pour booster leur activité ou encore créer leur entreprise et évoluer comme il se doit? Il faut changer tout le système. Le président Paul Biya et le Renouveau font la continuité du système de mauvais management de ces entreprises-là. Au départ, toutes ces entreprises publiques, parapubliques, au regard de l'article 184 du règlement intérieur du RDPC quand ils naissaient à Bamenda, ils étaient astreints à une cotisation mensuelle fixée par le comité central. Cet article a été enlevé et changé par l'article 20 nouveau des statuts actuels du RDPC. C'était en décembre 1996. Donc, ces entreprises n'avaient pas comme orientation la performance, la compétitivité. Elles n'avaient pas. C'était la vache à lait, l'État puisait de l'argent et tout et tout. Et vous avez posé une question, ces entreprises n'ont pas su s'adapter au changement qui s'opère. Il y a même un de nos compatriotes à la place parisienne, il avait écrit un livre par rapport à cela. Je pense même que ça doit être une de ses thèses de doctorat. Notre confrère Paul John Matedga, entreprise publique, État et crise au Cameroun, faillite d'un système. Paru chez l'Harmattan en 1990. Donc, ce qui se passe là, c'est qu'il faut continuer à donner les prébendes politiques. Nous avons aidé le chef de l'État à être élu à tel endroit, donc on les maintient avec une dose homéopathique de perfusion. En fait, c'est pour les récompenses politiques et non pour les besoins de la performance. Je prends seulement 3. Camerco, c'est comme un serment. Parce que lors du dernier entretien, ils étaient 3. Amadou Ahidjo, Paul Biya et Bello Boba Maïgari. Le 6, après passation de serment, et quand il disait à Biya de maintenir Bello Boba comme Premier ministre, il lui a dit « Les Chinois ne sont pas nos ennemis. Dans la crise anglophone, il faudra s'appuyer beaucoup plus avec les ressortissants du Nord-Ouest. Nous avons un engagement. La Camer ne doit pas mourir. » C'est les dernières paroles du président. Donc, pour cela. Maintenant, la SICAM. La SICAM, j'allais dire que le président de la République et le RDPC seul peuvent faire vivre la SICAM. Si jamais ils refusent de faire les commandes des tissus en Chine. Vous avez vu comment on avait piégé SICAM pendant la crise Covid.
On lui dit non, on a donné un peu d'argent, bon, sur du coton, tu vas lui donner un peu de vivre, voilà, voilà. Mais si CAM fait des évaluations, vous dit, un masque c'est 1200. Qui peut acheter le masque à 1200? Campagne électorale pour la présidentielle de 2018. Le chef de l'État commande tout en Chine. Et pourtant, si CAM est là. Si on fait seulement ça, c'est-à-dire que oui, ils sont partis, la CAM peut être recapitalisée sans vouloir prendre, piocher là-bas. C'est-à-dire que vous avez un client qui s'appelle Paul Biya, qui est dans la présidentielle tous les 7 ans avec toutes les commandes qu'il y a. Vous avez le RDPC, son parti. Vous avez tout, le 8 mars. Vous avez. La CICAM n'a pas besoin que l'État puisse là-bas lui donner. Voilà. Et l'autre, la MAGSI. La MAGSI a pour mission d'aménager les zones industrielles. Oui. Mais l'État fait les levées topographiques, ainsi de suite, ainsi de suite. Comment la MAGSI va encore perdre les procès? Ça veut dire que le top management de la MAGSI, ou alors les gens qui font, ils procèdent par des tripatouilles. Vous entendez que oui, on a rétrocédé ce terrain qu'on avait d'abord déguerpi les gens, à qui on n'a même pas indemnisé. Voilà des situations. Donc en fait, c'est un problème de mauvais management d'État. Donc moi, c'est tout le système qu'il faut changer, parce que ce système sécrète et entretient la corruption pour rien, pour des simples prébendes politiques. Ça ne nous servira à rien. Pamela Fomen, aujourd'hui, vraiment, quelles sont ces personnes qu'il faut alerter? Parce qu'on a le sentiment qu'elles ne sont pas alertées ou alors refusent de savoir ou de comprendre qu'on est pratiquement aux urgences, le Cameroun tout entier, notamment ces entreprises pour la plupart qui se retrouvent en réanimation. Ça veut dire que demandent plus que ce qu'il y a et à côté d'autres se meurent et n'existent même pas et n'ont pas la possibilité de pouvoir exister parce que celles qui existent, parlant d'entreprises, engloutissent plus qu'elles ne produisent. Oui, on va prendre le cas de l'hôpital. Tout le monde est à l'hôpital parce que forcément on a un problème, mais on traite le problème en fonction de l'urgence. Celui qui vient parce qu'il a un mal de ventre ne sera peut-être pas entraîné, voilà, pris de prime abord comme celui qui viendra avec une blessure, alors une plaie. Donc maintenant, il faut bien que l'État nous donne les entreprises qui doivent être subventionnées, qui doivent être recapitalisées. Parce que jusqu'ici, on ne sait pas, est-ce qu'il s'agit des sociétés anonymes, est-ce qu'il s'agit des sociétés à responsabilité limitée, est-ce qu'il s'agit des sociétés à capitaux limités? Ça, on doit bien le savoir. Si l'entreprise ne parvient pas à générer une plus-value à l'État camerounais, ça ne sert à rien qu'on la subventionne. Pendant la période de Covid-19, on a eu bien d'entreprises qui ont dû chuter, qui ont dû demander de l'aide à l'État camerounais pour sa subvention, mais qui n'ont pas été faits. Mais à côté, il y a des entreprises, Chalamel a cité pratiquement 10 entreprises dont on a injecté de l'argent qui jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu vraiment... on n'a pas eu de résultats qu'on attendait. Donc, ça ne sert à rien d'injecter de l'argent dans ces entreprises qui ne vont pas produire à l'État camerounais. Bien au contraire, on pourrait injecter cet argent dans certaines entreprises. Même si elles sont non-name, ça pourrait le faire. Tant que l'entreprise peut générer une plus-value à l'État camerounais, vaut mieux le faire. Est-ce qu'on ne va pas assister à une discrimination, Charlamel? Comment créer l'équilibre, notamment dans la gestion de ces entreprises, que tout le monde ait les mêmes chances de pouvoir évoluer considérablement? La commission technique de réhabilitation des entreprises n'a qu'un seul rôle: évaluer, constater, déclarer. Depuis 2019, une commission comme celle-là dit: nous voici, on est à l'orange. Orange, rouge, 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 rouge. On ne l'écoute pas. Vous attendez à quoi? Depuis 2019, sur les mêmes entreprises, 2019-2020, on décrit, voilà telle entreprise, on arrive à ceci. On dit non, appui. L'État a fait un appui à telle entreprise, vraiment, il faudrait assistance
on interroge le directeur qui dit non, avec cet appui, on va réussir à rebooster. 2021, 2020, 2021, la même commission revient, je vous avais dit que c'est mauvais. Ça ne donne pas, on dit non, vraiment. On va procéder à la réhabilitation. C'était l'appui, mais on procède à la réhabilitation. 2023, on vient vous dire qu'on parle de recapitalisation. Mais on prend ce qui ne marche plus pour remplacer par ce qui ne marche pas. Ces entreprises doivent être dissoutes. C'est comme Bombo a dit, j'ai écouté, mais j'ai dit Bombo, on doit dissoudre. Je n'ai pas décidé qu'on a, je ne dis pas qu'on annule, oui, qu'on doit dissoudre, reformer, véritablement refonder. Est-ce qu'une refondation est possible? Sembri nous apporte quoi? Puisque Bombo a parlé tout à l'heure, Sembri nous apporte quoi? Plus rien. Au contraire. Est-ce que vous mangez le riz? Le riz camerounais? Du tout. Est-ce que vous mangez le véritable riz camerounais? Sembri fait-il la promotion? Vous regardez les chaînes, même sur WhatsApp, même sur Facebook, allez regarder. Que non. Peut-être le manque de moyens pour promouvoir, pour faire des pubs, pour faire des campagnes. On dit qu'on a déjà tout bouffé jusqu'à bouffer le capital. C'est tombé. Ça ne sert à rien. Si on demande de faire le listing des entreprises au Cameroun, allez lire les ouvrages de Viviane, professeur Viviane Piwolet. Allez lire. Elle a tiré sur... Mais qu'est-ce qu'elle n'a pas reçu comme menace? Mais elle a dit la situation économique est grave. Allez lire les sorties des articles du docteur Louis-Marie Cagde. Allez lire. Lui alors, il ne s'amuse pas. C'est grave. C'est extrêmement grave. Mais vous avez des structures, donc vous entendez, vous allez fouiller. Sur un an, vous demandez c'est déployé où? Elle a fonctionné comment? Elle était avec qui? Elle n'apparaît nulle part. Elle n'apparaît nulle part. On alimente par la part. D'autres entreprises ont jonglé. Il fallait qu'on évalue ces entreprises. Elles se sont fermées, on ne sait comment, avec quelle bénédiction. Elles n'ont pas été évaluées. Mais la situation est extrêmement catastrophique. Il faudrait que l'État, que le chef de l'État se lève, procède à un nettoyage complet de ces structures qui n'apportent rien. C'est vrai qu'il y a un autre problème qu'on cherche à éviter. Et peut-être Mbombo n'a pas voulu ou a tenu, il a dit de manière très simpliste, le chômage. Lorsqu'on va dissoudre l'entreprise, cette masse, cette hyper masse salariale qu'on va les jeter, ils seront jetés dehors. Et c'est peut-être ça qui fait en sorte... Bonjour le chômage. Non, mais on doit arriver à ce chômage. Et comme il ne produit... Regardez ces entreprises où le budget de fonctionnement, même le budget qu'on met en place est absorbé par la masse salariale. Des gros salaires. Ça sert à quoi? Virez-les tous. Avec tout ce qu'ils ont pris. On les vire. Est-ce qu'on aura les moyens de les contenir? Parce qu'il faut virer et il faut avoir les moyens de contenir. Les contenir comment? Ces personnes. On les contient. Pourquoi? Non, le chômage. Quand ils seront, on va contenir, le chômage. Les contenir, ça veut dire que oui, mais vous ne travaillez plus, vous allez que vous... Quelle est la différence qui existe entre eux et les prisonniers qu'on nourrit? Bon, ça... Et ils donnent l'impression de produire. Merci. Ils donnent l'impression. Ils donnent l'impression de produire. Pour le cas de Camtel, peu importe. C'est tout à fait aberrant que Camtel n'ait pas un statut clair. Parce qu'on ne sait pas si Camtel, au stade actuel, est le fournisseur des autres opérateurs ou alors leurs concurrents. On ne sait pas. À un moment donné, on veut dire Cityphone. Il vient encore Internet. Mais c'est quoi? Tu donnes les autres ou bien? La même chose avec Sonatrel. Pendant longtemps, Sonatrel, les employés de Sonatrel étaient pris en charge par AES Corporation. Oui. Ce n'est pas possible. Il y en a comme ça. On a tué l'imprimerie nationale. Mais recapitaliser à ce moment-là, payer alors et relancer Sopecam. Sopecam qui a Cameroun Tribune et une imprimerie. Et son imprimerie. Mais de temps en temps, on vous dit, comme le vote arrive là, et l'imprimerie nationale va imprimer quelques bulletins de vote. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, c'est lui qui avait créé, Aïdjo qui avait créé ces entreprises, c'est avec qui avait l'imprimerie nationale, qui avait un journal officiel, et l'État payait, parce que tous les décrets, tous les textes, tous les trucs, le journal officiel sortait. Et Cameroun Tribune, Sopecam avait son imprimerie là-bas, il se battait aussi pour avoir ces trucs et tout. Mais les deux fonctionnaient. Pourquoi?
Et aujourd'hui, les gens disent qu'ils sont allés à l'école. Ils connaissent la mondialisation. Ils connaissent les business plans. Ils connaissent, voilà. Et c'est comme ça qu'ils ont tué la Mipromalo. Les gens vous disent que maintenant, vraiment, les parpaings, les parpaings là, avec le ciment, ça conserve la chaleur dans la journée et ça rejette cette chaleur dans la maison. D'accord. Il faudra les briques. Et les matériaux locaux, nous avons créé vraiment. Jésus et Mahomet se sont réveillés dans la nuit. Ils ont parlé au président Paul Biya. Mipromalo va relancer. Mais Madame Tindjé est restée là. L'actuel recteur, hein, parce qu'il faut citer, il est recteur de l'université de Ngaoundéré. Il a dit, mais j'ai fait les expérimentations aussi, faites les commandes alors. Il dit au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, vous n'avez même pas demandé, moi je vais vous donner le matériel pour construire les cités sites en briques et en planches ou en planches. Nous avons déjà, on dit que, madame, est-ce qu'on t'a envoyé là-bas pour ça? Il dit oui. Mais on dit non, comme tu parles là, tu es même enseignant, va en Ngaoundéré voir. Voilà et c'est comme ça qu'on vous muselle carrément. Oui, absolument. Oh là là. Et là, simplement, ces entreprises sont là, donnent l'impression de pouvoir fonctionner normalement avec la masse salariale aussi qui est tellement élevée. Il faut régler cela tous les mois. Il faut faire vivre l'entreprise qui est déjà agonisante. Et tout ça repose sur le dos des personnes qui sont déjà suffisamment fragiles.